Débat. Sénateur Plett. Merci. Senator McCallum, you clearly... Sénatrice, vous n'avez pas reçu de réponse à votre question. Et c'est une pratique habituelle pour la période des questions. Je peux vous assurer, sénatrice... En fait, je n'irai pas plus loin. Chers collègues, je prends la parole sur ce projet de loi. Je suis heureux que le sénateur Gould a finalement admis que le gouvernement s'y oppose parce qu'il a tourné autour du pot pendant longtemps. Et en général, il ne se mêle pas des affaires émanant des députés, mais là, il a changé sa pratique. La semaine dernière, nous étions dans nos régions, dans nos provinces respectives. C'est mon cas. Moi, je viens d'une partie rurale de notre pays. Il y a beaucoup d'agriculteurs céréaliers, beaucoup de producteurs de porc, de producteurs laitiers. Et tous ces producteurs sont tributaires des mécanismes de séchage qui sont à leur disposition. Dans ma province, il y a encore beaucoup de maïs et qu'il faut faire sécher. J'ai été à un match de hockey le week-end dernier. Mon petit-fils y était et il y a des agriculteurs qui sont venus me voir pour me remercier, pour remercier notre parti pour le bon travail que nous effectuons pour protéger les intérêts des agriculteurs. Mais en même temps, il m'a dit qu'il se sentait abandonné par le gouvernement, par le sénateur Gould, par le ministre Guilbeault, par le Premier ministre. Il m'a dit à quel point il se sentait abandonné et qu'ils attendaient avec impatience les prochaines élections, sachant que nous pourrions alors mettre en place notre plan sur l'environnement. Et notre première initiative sera de se débarrasser de cette taxe. Chers collègues, permettez-moi également de penser à ce qui s'est produit au cours des dernières semaines. La sénatrice Cordy a accueilli chaleureusement nos nouveaux collègues et a parlé du fait que nous avons des périodes très occupées. Nous commençons une de ces périodes très occupées un petit peu plus tôt que d'habitude cette année. Notamment dès le jeudi 9 novembre. J'aimerais vous en dire plus avant parce que j'estime qu'il est important que les Canadiens sachent ce qui se passe ici au Sénat. Après tout, les Canadiens suivent nos débats. Sachez que les Canadiens s'intéressent au Sénat au jour d'aujourd'hui bien plus qu'avant. Depuis que le gouvernement a voté pour la loi sur l'état d'urgence, les Canadiens suivent nos débats attentivement. Et nous savons qu'aujourd'hui, c'est le cas. D'ailleurs, il y a des agriculteurs qui sont ici à Ottawa. Aujourd'hui, certains sont venus ici et ils étaient ou ils sont dans nos tribunes. Je les remercie. Je les remercie, ceux qui sont venus ici cette semaine. Ils sont ici car ils veulent l'adoption de ce projet de loi. Mais il y a un problème. J'aimerais vous expliquer ce qui s'est passé au cours des dernières semaines. J'estime que c'est important. Dans les déclarations des sénateurs, les sénateurs ont parlé un petit peu de ce qu'il est advenu au cours des dernières semaines. Il y a des questions de privilèges qui ont été soulevées. Et ça, parce que les politiciens expriment leurs impressions, expriment leur frustration, et ensuite il y a des questions de privilèges. Ça fait combien de temps que le Sénat existe? 160 ans? Eh bien, ça fait 160 ans que ça dure. Il y a des sénateurs, d'ailleurs, qui étaient ici à la Belle Époque. À la Belle Époque, il y avait des événements comme les événements de jeudi dernier ou du 9 novembre. Mais après, on serait sortis boire un verre ensemble.
Mais au lieu de ça, on fait face à des accusations qui ont été faites. Je ne sais pas à qui on fait référence dans la question de privilège, mais j'aimerais tout de même préciser ceci. Peut-être qu'on faisait référence à moi, peut-être qu'on faisait référence à un autre sénateur. Comme l'a dit le sénateur Wells, on m'a dit que j'avais procédé à de l'intimidation à l'égard d'un sénateur ici au Sénat. On m'a dit que j'avais procédé à de l'intimidation. Ça ne me fait pas plaisir. J'aimerais le préciser. Et je ne voudrais pas être celui qui intimide. Par contre, je peux vous dire que je suis passionnée. Je suis passionnée et je suis dévouée. Et je tiens à mes convictions. Je ne vous présenterai jamais mes excuses pour ça. Au contraire, je vais lutter. Je vais lutter avec tout ce que j'ai pour faire respecter les causes qui me sont chères. Et je vais procéder de façon respectueuse. Si ce n'était pas le cas jeudi, c'est pas acceptable. Ma femme m'a demandé « C'est quand que vous allez sortir de la cour de récré ?» Parce qu'on commence à ressembler un petit peu à la Chambre des communes en ce qui a trait à la période des questions. Et j'assume ma part de responsabilité. Mais sachez ceci, chers collègues, et là je vais vous dévoiler quelque chose de très personnel. Le gouvernement au pouvoir ne m'a toujours pas interdit d'aller dans mes sphères privées pour m'exprimer. Peut-être que c'est quelque chose qui se fait en coulisses, mais personne ne m'interdit de prier en privé. Vous savez, je prie tous les soirs parce que Dieu m'a aidé. Dieu m'a aidé à faire en sorte de ne pas laisser aux autres le droit de dicter ce qu'on doit penser. Il ne faut pas que vous permettiez aux autres d'agir en fonction de leur frustration. Soyez convaincus et faites-le de façon professionnelle. Je ne gagne pas toutes les luttes auxquelles je participe. C'est vrai que je me suis fâchée. J'étais effectivement très fâchée. Mais je ne pense pas que je ne suis pas restée professionnelle quand je me suis fâchée. Jeudi, nous voulions débattre du projet de loi C-234 et nous voulions voter afin de venir en aide à tous les agriculteurs de notre pays. Mais on nous a mis les bâtons dans les roues parce qu'il y a eu une motion d'ajournement. Une motion d'ajournement qui a été pour moi très difficile à accepter. La sénatrice Monction a présenté un amendement et j'en ai discuté brièvement avec elle. Elle avait le droit, effectivement, de proposer cet amendement. Loin de moi l'idée de dire qu'elle n'a pas le droit, même si c'était frivole. L'intention, c'était de sonner le glas du projet de loi. C'était ça l'intention. Peu importe comment la motion a été présentée. Quand le sénateur Gould dit que ça ne va pas sonner le glas du projet de loi, il ne dit pas la vérité. Un amendement fera en sorte qu'il va disparaître. On ne pourra pas être saisi du texte de loi. Le sénateur Cutler l'a dit de façon très claire. C'est ça, en fait, l'objectif de l'amendement qui a été proposé. Soit nous proposons des amendements en troisième lecture qui n'ont pas été adoptés en comité. Alors, je ne vais pas jeter le blâme sur les autres alors que nous avons utilisé les mêmes tactiques. Mais ce qu'il faut faire, en fait, c'est être honnête et dire les choses telles qu'elles sont. Ensuite, la sénatrice Monction
parlait toujours. Elle était sur le point de s'asseoir lorsque la sénatrice Clément a demandé l'ajournement du débat. La présidente était debout en même temps que la sénatrice Clément, alors que, comme vous le savez, ça n'est pas permis. Lorsque la présidente se lève, il faut que les autres sénateurs soient assis. Et je l'ai dit à la sénatrice Clément. Je lui ai dit, vous ne devriez pas être debout si la présidente est également debout. La présidente s'est ensuite assise et il y avait 3 sénateurs qui étaient debout, plus la sénatrice Clément et le sénateur Tanis de l'autre côté. Elle a reconnu, ou elle a donné la parole à la sénatrice Clément et on s'est levé pour dire qu'on n'était pas d'accord. Ensuite, elle a demandé à la sénatrice Batters si elle avait question. La sénatrice Batters a dit oui, a posé sa question à la sénatrice Clément. Il y a eu une réponse. Le sénateur Wells et moi-même, nous nous sommes levés immédiatement à nouveau et nous voulions débattre de la question, mais la sénatrice Clément a ajourné le débat. La présidente lui a donné le droit de parole. Moi, je me suis levée pour invoquer le règlement. J'ai invoqué le règlement. La présidente m'a entendu. Et il n'y a pas eu de règlement sur cette invocation du règlement. Ensuite, elle a donné la parole à la sénatrice Clément qui a demandé l'ajournement. Et quelle était son explication? Son explication à notre intention? Eh bien, je demande l'ajournement parce qu'il y a d'autres sénateurs qui voulaient prendre la parole. Je paraphrase évidemment, mais c'est un petit peu contradictoire, non? Elle dit qu'elle demande l'ajournement parce qu'il y a des sénateurs qui désirent prendre la parole. Je comprends qu'on demande l'ajournement lorsque on demande le vote et qu'on n'est pas prêt à voter. À ce moment-là, il y a un vote sur la motion d'ajournement. Soit elle est acceptée, soit elle ne l'est pas. Mais quand il y a un sénateur qui se lève pour prendre la parole, la présidente ne devrait pas permettre une motion d'ajournement. Et pourtant, c'est ce qui s'est produit. Les cloches ont commencé à sonner et nous, on était frustrés. Je suis convaincue que que cette frustration était légitime parce que nous voulions débattre de l'amendement. Le parrain du projet de loi s'était levé, le parrain lui-même, et on ne lui a pas donné la parole parce que la présidente a décidé qu'une motion d'ajournement avait préséance sur le débat. C'est la première fois que je vois ça, depuis 2009. Une seule fois, y a-t-il eu quelque chose de semblable, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Les sénateurs Lincoln et Petitclerc, par rapport à la loi sur l'hymne national, est-ce que c'est la bonne chose qui était faite? C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on débattait de la question et eux voulaient passer au vote. On ne voulait pas nécessairement débattre plus longtemps, mais on ne voulait pas non plus passer au vote. Donc, on s'est assuré qu'il n'y a pas eu de vote à ce moment-là. Les sénateurs Lincoln et Petitclerc, je pense que la sénatrice Petitclerc était juste devant la sénatrice Lincoln. La sénatrice Lincoln s'est assise. La sénateur Petitclerc a levé la main. La présidente lui a accordé la parole. Et ça a été la fin de cette histoire-là. J'en ai discuté après avec le président. La situation était différente puisqu'il y a un sénateur qui voulait passer au vote et un autre sénateur qui ne voulait pas. Mais ce n'était pas par rapport au débat à proprement parler. Franchement, je n'avais jamais vu ça depuis mon arrivée au Sénat. Pourquoi est-ce que la sénatrice Clément agit de la sorte? Je suis convaincue, et je le sais, en fait, elle n'était pas seule. Ils étaient plusieurs, en fait, avoir décidé de la chose. En tout cas, on nous dit
qu'on procède à de l'intimidation, mais on était frustrés. On était frustrés parce que on trouve que ce qui s'est produit n'est pas conforme et rien n'a été corrigé. Et maintenant, nous devons traiter de questions de privilèges. J'ai discuté avec la sénatrice en question. Pour moi, c'est du passé. J'ai pas besoin de réparation, c'est bon. Mais je ne vais pas abandonner ma passion et je veux continuer à lutter. Je veux faire de mon mieux pour faire avancer la cause conservatrice. Et en fait, ce n'est pas vraiment la cause conservatrice, c'est plutôt défendre les intérêts des agriculteurs. Le projet de loi permet de donner un coup de pouce aux agriculteurs. Les agriculteurs qui sont intelligents et efficaces. Ils savent ce dont ils ont besoin, eux. Et si mes commentaires ont offusqué certains sénateurs lorsque j'ai parlé des citadins de Montréal et de Toronto qui n'ont jamais visité d'exploitation agricole et qui ne connaissent pas nécessairement les besoins des agriculteurs, eh bien tant pis, parce que je vais le répéter. Ce sont les agriculteurs qui connaissent leurs besoins mieux que les plombiers, les avocats et les autres de Montréal et de Toronto. Jeudi, le 9 novembre, j'ai rencontré deux groupes agricoles dans mon bureau, un groupe après l'autre. Le premier groupe agricole était des céréaliers et des producteurs de porc. En fait, ils ne relèvent pas de la gestion de l'offre. En fait, ils s'y opposent. Alors, ces agriculteurs étaient dans mon bureau, ils voulaient discuter de deux questions. On s'est installé et ils m'ont dit « On veut parler de deux questions. D'abord, le projet de loi C-234, il faut absolument qu'il soit adopté, m'a-t-on dit. On en a besoin. On doit pouvoir chauffer nos étables, on doit pouvoir faire sécher nos céréales. Il faut absolument adopter ce projet de loi. On veut aussi parler du projet de loi 282. Il faut voter contre, absolument, parce que ça ne va pas. Ce texte sera préjudiciable à notre pouvoir de négociation. C'est bien le 282, sénatrice Gerba, non? Désolée, parce que le sénateur Wu avait l'air un petit peu confus. Je voulais m'assurer d'avoir bien cité le bon projet de loi. Alors, les agriculteurs m'ont dit qu'il fallait voter contre. Les 6 agriculteurs qui étaient dans mon bureau étaient d'accord. On en a discuté. Je leur ai dit que je défendais la cause du 234, qu'on arriverait au C-282, que c'était une priorité pour le groupe des sénateurs conservateurs. Et j'ai dit qu'il fallait négocier en fonction des priorités des autres. Le 282, il est bien là et va être renvoyé en temps voulu en comité. Ensuite, le prochain groupe qui est venu me voir, c'est un groupe de producteurs laitiers, producteurs de poulet, éleveurs de poulet, producteurs d'œufs. Ils ont dit il y a 2 projets de loi pour lesquels nous avons besoin de votre aide. Vous devez adopter le C-234 parce qu'il faut pouvoir chauffer nos poulaillers. On a besoin de votre aide pour le C-234. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Alors, je leur ai expliqué ce qu'on faisait. Allez, quel est l'autre? C-282. Sénateur, vous devez adopter C-282 aussi rapidement que possible. You speak on the amendment. Est-ce que vous pourriez parler de l'amendement, s'il vous plaît? Veuillez vous adresser à la présidente, s'il vous plaît. Madame la présidente, est-ce que le sénateur Plett pourrait parler de l'amendement, s'il vous plaît? Senator Plett, you want... Sénateur Plett, vous voulez prendre la parole sur le rappel au règlement? Oui. Eh bien, pendant les 5 dernières minutes, j'ai parlé du C-234 au moins 20 fois. Alors, comment est-ce que je ne suis pas en train de parler du C-234? Sénateur Wells, sur le rappel au règlement?
Sénateur Wells, 80% du discours du discours du sénateur Platt concernait la taxe sur le carbone, pas l'amendement. Et en général, dans ces discours, les orateurs ont toujours un peu de latitude, en autant que le discours concerne généralement le sujet en question. Honorable collègue, d'après moi, je crois que le sénateur Platt a fait de son mieux, le sénateur Gold également, pour présenter le contexte des questions dont on débat aujourd'hui. Alors, sénateur Platt, veuillez poursuivre. Merci. Donc, avant qu'on me critique, on parlait du C-282. Les gens de la gestion de l'œuvre veulent qu'il soit adopté. Mais là où je veux en venir, chers collègues, c'est que d'un océan à l'autre, il y a unanimité sur le C-234 sans cet amendement frivole. Il y a unanimité d'un océan à l'autre. Tous les agriculteurs veulent que le C-234 soit adopté. C'est important pour eux. Chers collègues, ce sont les agriculteurs qui savent ce qui est le mieux pour eux. Est-ce qu'ils peuvent améliorer les efficacités pour réduire l'empreinte de carbone? Ils le feront parce que ça leur profite également. Autant que ça profite à tous les autres. Et ce sont des bons gestionnaires. L'autre chose qu'on avait, chers collègues, et peut-être qu'on va me critiquer encore une fois, mais l'autre chose qui s'est produite jeudi, il y a eu une réunion des leaders le jeudi matin et on a parlé de l'adoption du C-234. Il y avait un accord verbal entre les 5 leaders que le C-234 ferait l'objet d'un vote jeudi la semaine dernière. Sénateur Dalphond, rappel au règlement. Je me rappelle que le sénateur Platts m'a déjà accusé d'avoir osé déclarer publiquement ce qui avait été dit dans une réunion entre les leaders, parce que cela était considéré confidentiel et ne devait pas être discuté en Chambre. Alors, je lui sers son point d'ordre. Not sure that there was. Je ne sais pas vraiment s'il y avait un rappel au règlement dans votre intervention, mais je comprends ce que vous dites. Je pense que le sénateur Platt comprendra également. Pour le débat, sénateur Platt. Nos réunions, il y a des membres du personnel qui assistent aux réunions des leaders, ne sont pas confidentielles et je vais en parler ici. Et si ce n'est pas acceptable, je suis sûr qu'on va arrêter de m'y inviter. Et cette réunion d'aujourd'hui a été annulée pour une raison inconnue. C'est peut-être pour ça. Bon, il y avait un accord. Et la sénatrice Cordy est allée demander au sénateur Dalphond s'il était d'accord. Elle a dit qu'elle nous reviendrait avec la réponse et elle m'a dit jeudi qu'elle nous reviendrait sur ça. Elle ne nous a pas dit qu'il n'y avait pas d'accord. Bon. On nous a aussi dit souvent, on s'est fait dire souvent par les différents leaders qu'ils ne dirigent pas les votes, donc ils ne peuvent pas garantir quoi que ce soit. Alors, ils peuvent espérer, mais il ne faut pas garantir. Mais ensuite, jeudi soir, 3 des 5 leaders, même s'ils ne contrôlent pas leur caucus, ils parlent aux gens et ils ne peuvent pas diriger le vote. Apparemment, moi, je le fais, pas eux. Mais bon, 3 des 5 leaders ont voté pour la motion d'ajournement. Bon, alors on n'a pas pu procéder. Sénatrice Motion, je vais maintenant parler. Pendant un certain temps, ensuite, peut-être des digressions, mais là, je vais parler plus précisément de l'amendement. Veuillez porter attention. La première chose que je veux souligner concernant cet amendement frivole, c'est que la sénatrice
Batters a demandé est-ce qu'il est semblable à celui qui a été présenté en comité. Je pense que c'était sa question. J'aimerais souligner que cet amendement est en fait n'est pas semblable à celui présenté en comité. Il n'est pas semblable. Il est identique. Il est identique. Il est exactement le même amendement qui a été examiné et rejeté par le comité sénatorial permanent de l'agriculture et des forêts. Bien sûr, comme je l'ai dit plus tôt, et comme la sénatrice Monsion a dit, le règlement permet aux sénateurs de présenter des amendements en troisième lecture qui ont été rejetés en comité. Mais je trouve ça bizarre que cet amendement a été celui choisi puisqu'il n'ajoute aucune réelle valeur au projet de loi, contrairement à ce que le sénateur Cole nous disait, il n'ajoute aucune valeur réelle. L'amendement de la sénatrice Monsion enlève du projet de loi ce qui permettrait au gouvernement de prolonger la disposition de temporisation. Présentement, la disposition peut être prolongée au-delà des 8 ans par certains processus. Premièrement, le gouvernement doit être celui qui déclenche la prolongation en rédigeant une résolution demandant la remise de la prolongation. Il doit préciser combien de temps elle durera. Ensuite, la résolution du gouvernement sera débattue par les deux chambres du gouvernement qui doivent se prononcer. Si elle est adoptée par les deux chambres, l'exemption est prolongée selon les critères proposés par le gouvernement dans la résolution. J'ai la difficulté à comprendre pourquoi la sénatrice Monsion ferait référence à ça en disant que c'est une approche à faible exigence. Une extension ne peut venir que du gouvernement par un décret. Seulement, le gouvernement peut définir la durée de l'extension et elle doit être adoptée par la Chambre des communes et du Sénat. Alors, je pense que ça, c'est des exigences assez élevées. Ce n'est pas un processus réglementaire caché dont on entend parler seulement après que ça soit publié dans la Gazette du Canada. C'est public, démocratique et peut être rejeté s'il n'y a pas l'appui du gouvernement et des deux chambres du Parlement. De plus, cette méthode pour prolonger la disposition de temporisation n'est pas unique à ce projet de loi. Il a déjà été utilisée. Elle a été incorporée au C-30, le projet de loi concernant le transport ferroviaire des céréales, pour que le gouvernement puisse prolonger certaines dispositions en vertu de cette loi. Et c'est donc ce qu'a fait le gouvernement. En avril 2016, le gouvernement libéral a annoncé qu'il utiliserait ce même mécanisme pour collaborer avec le Parlement pour remettre à 1 an plus tard l'abrogation de certaines dispositions de la loi promulguée en 2014 dans cette loi sur le transport ferroviaire équitable pour les agriculteurs. Cette proposition a été examinée par les deux chambres du Parlement et adoptée à l'unanimité en cette chambre le 8 juin 2016. Je ne sais pas si la sénatrice Monsion a fait ses devoirs à ce sujet. Elle n'était pas encore au Sénat lorsque ça s'est produit. Je pense qu'elle est arrivée un peu plus tard la même année. Alors, mon point est très simple, chers collègues. La mesure que contient le projet de loi C-234 pour prolonger la disposition de temporisation n'est ni unique, ni controversée. Elle a été incorporée dans des projets de loi passés et son utilité a été démontrée par le fait que le gouvernement actuel, avec le consentement du Parlement, l'a utilisé. Ça a déjà démontré que c'est légitime et efficace pour le Parlement afin de gérer les dispositions de temporisation et il n'y a aucune raison de la retirer du projet de loi C-234. L'amendement de la sénatrice Monsion, non seulement n'est pas justifié, il n'a aucune valeur pratique. Ça ne changera pas la portée de l'exemption ou la limite de son application. Du point de vue des politiques, ça n'aura aucun effet pendant 8 ans
Et même après ça, et pour un amendement dans un projet de loi de mise en œuvre du budget pourrait contourner cette mesure. Si vous vous opposiez par principe à l'exemption de ce projet de loi, vous proposeriez un amendement qui vise à le réduire. Si vous vous inquiétez de la portée de l'exemption, vous viseriez à la limiter. Si vous n'aimiez pas la disposition de temporisation, vous voudriez l'éliminer ou la réduire. Mais cet amendement ne fait rien de tout cela. Il ne propose pas de changer l'exemption et ne remet pas en question l'exemption. Tout ce qu'il fait, c'est d'enlever la possibilité pour le gouvernement de prolonger la disposition de temporisation de façon rapide. L'amendement n'a aucune valeur pratique, mais il a beaucoup de valeur politique pour le gouvernement libéral pour une raison simple, c'est qu'il va permettre de rejeter le projet de loi. C'était discuté à l'étape du rapport et pour répéter ce que le sénateur Cotter a dit en comité, chaque amendement que l'on inclut dans ce projet de loi met en péril la possibilité que l'exemption, sous toute forme, voit le jour. Et je trouve ça triste et ironique puisqu'on a appuyé un aspect de l'exemption à ce comité en ce qui concerne le séchage des céréales. Le sénateur Cotter a raison. Pour ce projet de loi, c'est tout ou rien. Modifier ce projet de loi, c'est la même chose que de le rejeter. Et chers collègues, d'après moi, voilà la motivation derrière cet amendement. Voilà son utilité. Il a déjà été examiné et rejeté en comité. Il ne modifie pas l'effet réel du projet de loi et peut facilement être contourné par un gouvernement futur. En termes pratiques, l'amendement est si bénin que probablement qu'il serait un compromis acceptable pour permettre l'adoption du projet de loi. Sauf qu'il y a un problème. Il garantit que ce projet de loi ne verra jamais le jour. Le sénateur Gold a été clair que le gouvernement s'y oppose, même si la majorité de la Chambre l'appuie. De façon unanime par les 4 partis. Et une poignée de libéraux. Et voilà la seule utilité de cet amendement. Permettre de rejeter le projet de loi, bien qu'il ait été adopté par l'autre endroit. Avec le soutien unanime des conservateurs, du Bloc, des Verts et du NPD et d'une poignée de libéraux. Ce projet de loi est non partisan, complètement non partisan. C'est un effort multilatéral pour protéger le secteur agricole. Il reçoit un appui du secteur agricole et fera en sorte que l'exemption existante prévue au secteur agricole soit appliquée de façon uniforme. Mais, à la dernière minute, le gouvernement a décidé d'en faire une question partisane à cause d'un problème tactique qu'ils ont fait en adoptant une exemption à la taxe sur le carbone qui favorisait une région du pays par rapport aux autres. Alors, maintenant, ils veulent faire que le C-234 via un référendum sur la taxe sur le carbone et ce sera une tâche pour le ministre Guilbeault. C'est regrettable parce que maintenant, plutôt que de se battre pour les agriculteurs, le ministre Guilbeault est en train de se battre pour son poste. Plutôt que de s'assurer que le prix des aliments demeure bas, il appelle les sénateurs pour leur demander que ce projet de loi ne soit pas adopté. Il l'a admis. Il a dit non, on ne peut pas dire aux sénateurs comment voter, mais je les appelle, je leur parle. Le ministre Wilkinson aussi a fait des appels. Vous savez s'il vous a appelé ou pas. Il a dit qu'il avait appelé des sénateurs pour leur parler. Il ne les appelait sûrement pas pour savoir comment leur journée allait. Mais donc, est-ce qu'ils vont réussir
après avoir rejeté le rapport du comité, est-ce que les sénateurs nommés par le gouvernement vont faire ce que le gouvernement veut et rejeter le projet de loi? Mais les agriculteurs, eux, veulent qu'on adopte le projet de loi. Pour certains autres sénateurs, par contre, prévoient faire autre chose. La sénatrice Monson a présenté cet amendement frivole et tout de suite après, le débat a été ajourné. Je ne sais pas pourquoi on est encore en train d'en parler une semaine plus tard. Chers collègues, ce sont les agriculteurs qui savent ce qui est le mieux pour eux. Nos agriculteurs, d'ici 2050, devront nourrir près de 10 milliards de gens. Et on leur enlève des outils pour y arriver. Je ne sais pas si le sénateur Balfour croit que les œufs viennent de Safeway ou d'une ferme. Mais dans ma province, ils viennent de la ferme. Bien sûr, on peut acheter des œufs à l'épicerie, dans un réfrigérateur. Ça ne dérange pas si la température dehors change, mais c'est pas la même chose dans un poulailler. Le sénateur Deakin a posé une question sur les émissions visées par l'exemption. Et d'après le ministre Legault, il y a 95 qui font l'objet d'exemption. Alors, j'ai ici un document de l'Alliance qui parle de cette préoccupation. Et voici ce qu'ils ont dit. On ne sait pas d'où viennent les données du ministre que 97 des émissions font l'objet d'exemption. Ce qu'on sait, c'est que malgré les exemptions pour l'utilisation de carburant dans les fermes, les agriculteurs disent qu'il y a quand même des factures de taxes sur le carbone qui vont jusqu'à des centaines de milliers de dollars par année. Si ce coût pour les agriculteurs ne représente que 3 des émissions pour les agriculteurs, le coût pour les agriculteurs dépasse grandement le potentiel de réduction des émissions sans aucune alternative viable. Pour des pratiques agricoles essentielles, il faut qu'il y ait un allègement fiscal pour les agriculteurs afin qu'ils puissent investir dans des améliorations et des gains d'efficacité. Le ministre a tort lorsqu'il dit que le gouvernement fédéral a alloué 500 millions de dollars pour l'efficacité énergétique pour le séchage de grains. Le 16 juin 2021, la ministre Bibeau, en tant que ministre de l'Agriculture, a annoncé 167 millions de dollars pour le programme de technologie propre en agriculture. Ce programme prévoyait 50 millions de dollars pour les séchages de grains. C'était une annonce qui a été bien reçue, mais les intervenants du secteur ont souligné que bien que 50 millions de dollars pour le séchage de grains, ça peut donner l'impression que c'est beaucoup d'argent. En réalité, cela permettrait d'acheter moins de 500 séchoirs à grains. Il y a plus de 65 000 producteurs de céréales au Canada. Alors, même avec une adoption complète, les 50 000 $ signifient qu'environ 64 500 séchoirs à céréales n'auraient pas accès à du financement pour des mesures environnementales. C'est typique du gouvernement. Le ministre Guilbeault dit qu'il va démissionner s'il y aura une autre exemption. Moi, j'espère qu'il va tenir sa promesse. Je l'encouragerai même. J'espère que vous vous joindrez tous à moi. Chers collègues, ne nous cachons pas derrière un amendement. Si vous voulez écarter ce projet de loi, eh bien, rallions-nous et rejetons ce projet de loi, rejetons l'amendement. Et si vous voulez vraiment
opérer le changement, lorsque le vote aura lieu dans cette Chambre, votez contre ce projet de loi. Ne vous cachez pas derrière quelque chose et ne dites pas par la suite que nous essayons d'améliorer les choses, parce que nous savons que ce n'est pas le cas et les agriculteurs le savent aussi. Et si quelqu'un ici croit que vous êtes en train de jeter de la poudre aux yeux des agriculteurs en leur faisant croire que ce que nous faisons, que cette mesure va les aider, sachez qu'ils ne sont pas stupides. Ils savent exactement ce qui se passe. Alors votez contre le projet de loi. Mais si jamais, nous avons déjà débattu de cela, souvent j'ai accusé les sénateurs ici présents d'être les sénateurs du gouvernement, même s'ils disent être indépendants. Vous n'êtes pas des sénateurs du gouvernement. Vous avez beau avoir été nommé par le premier ministre, mais vous n'êtes pas des sénateurs du gouvernement. Plusieurs d'entre vous, la plupart d'entre vous, avaient dit à cette Chambre que lorsque l'autre endroit nous envoie un projet de loi qu'ils ont adopté, nous avons l'obligation de faire deux choses, soit l'améliorer et le leur renvoyer, ou voter pour lui, mais pas voter contre lui. Cet amendement n'améliore pas le projet de loi, alors votons contre lui. Ce n'est pas notre travail, ça. Le sénateur Gould a raison lorsqu'il dit qu'ils ont un gouvernement minoritaire. Mais c'est ce que les Canadiens ont choisi. Ils ne voulaient pas un gouvernement majoritaire parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils aient le contrôle total. Alors, maintenant que nous avons la capacité de montrer au monde et au Canada que nous allons les défendre et les défendre contre cette tyrannie de l'autre endroit, saisissons l'occasion de le faire. Vous ne votez pas contre la personne qui vous a nommé parce qu'il vous a dit d'être indépendant. Vous nous l'avez dit. Il vous a encouragé à être indépendant. Et je pense qu'il a aussi dit de ne pas se joindre aux conservateurs. Il l'a peut-être dit par des sous-entendus. Mais démontrez cette indépendance. Lorsqu'on arrivera au dernier vote, lorsque cet amendement sera soulevé et tous les autres amendements frivoles seront soulevés, votez contre. Et lorsqu'on arrivera à la dernière lecture du projet de loi, si vous croyez réellement que ce n'est pas une bonne chose pour le pays, si vous voulez vraiment payer 2 ou 3 fois plus pour les œufs que vous achetez aujourd'hui, si vous voulez vraiment que les agriculteurs fassent faillite, eh bien, votez contre le projet de loi à la toute fin. Mais pour l'instant, n'édulcorez pas les choses. Chers collègues, je vais me lever et défendre les agriculteurs. Je ferai de mon mieux pour les défendre. Je vais demeurer passionné. Et, pour conclure un petit commentaire, il y a quelques semaines, chers collègues, nous avons accueilli un groupe de jeunes femmes ici et nous avons fait preuve d'unanimité parce que c'était quelque chose que nous pouvions tous appuyer. Et lorsqu'on ne peut pas tous être d'accord, on peut quand même s'entendre sur d'autres choses. Donc, on n'a pas besoin de causer des problèmes pour les sénateurs. On n'a pas à soulever toutes sortes de questions de privilèges ou des rappels au règlement. On n'a pas besoin de décortiquer nos opinions respectives. Alors, après ce discours, je ne vais pas être gentil avec le sénateur Gould à la période de questions, mais je vais essayer d'être juste. Je vais essayer d'être juste et d'être passionné. Et si on voit ce qui s'est passé la semaine dernière, jeudi dernier, se répéter encore une fois, peu importe. Mais ce que je vous dis, c'est de voter contre cet amendement à la toute première opportunité. Votez pour les agriculteurs et votez pour C-234. Merci.